Bonjour. Ah, bonjour. Ah, incroyable. Salut. Ça fonctionne. C'est exceptionnel. Eh Non, mais bah, non, trop là, c'est bien. parti, hein. Est-ce que tout est bon de ton côté? Est-ce que tu nous entends bien? Moi, j'entends très bien. Super, bah trop cool. Je vais faire une petite présentation, c'est ce que je disais, de toute façon on est là pour 1 heure maximum parce qu'on est hyper... Enfin voilà, je sais que vous êtes en campagne, que vous êtes concentrés sur le travail de terrain hors ligne et qu'il est très important. Je fais un petit débrief aussi pour les gens du chat parce qu'il y a plein de gens qui découvrent et qui sont pas forcément politisés. Du coup, avec moi aujourd'hui, Philippe Poutou du NPA. Je vous présente vite fait le NPA, nouveau parti anticapitaliste fondé en 2009. Vous essayez de rassembler en gros tous les gens qui mènent la lutte anticapitaliste, de préparer surtout à des changements de société radicaux. Donc vous êtes plutôt un organe révolutionnaire et vous soutenez très fortement les mouvements sociaux. Vous êtes pour une lutte qui est internationale. Et j'ai avec moi Jem Yoldash, C'est ça. qui est représentant porte-parole en tout cas de la Jeune Garde. Donc c'est une organisation antifasciste qui a été fondée en 2018. L'objectif c'est de populariser l'antifascisme. Tout le monde doit s'emparer de la question antifa. Et vous transmettez vraiment des points de vue qui sont antiracistes. Vous êtes hyper renseigné sur les questions de classe et c'est quelque chose qui est important pour vous et qui est au cœur de la lutte. Et je me présente brièvement s'il y a des gens qui débarquent et qui ne connaissent pas. Moi, je suis chroniqueuse pour Blast, aux côtés d'Os Politique pour le format Les Portraits et streameuse du coup sur Twitch. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Il y a un truc, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ce plateau? J'avais très envie de centrer sur la question antifasciste parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait l'union du nouveau Front Populaire. Qu'en fait, on se retrouve tous de gauche avec des points de vue différents, mais avant tout pour lutter contre l'extrême droite et faire barrage du coup au Rassemblement national. C'est un contexte qui est très difficile en ce moment. Je voulais que vous reveniez l'un après l'autre, comme vous le souhaitez, sur comment est-ce que vous vivez ces moments en France où il y a un racisme qui est quand même très décomplexé, et qu'est-ce que c'est de faire campagne dans ce contexte-là, parce qu'on le rappelle aussi pour la Jeune Garde, il y a Raphaël Arnaud qui se présente dans la première circonscription du Vaucluse, et puis Philippe Poutou, première circonscription de l'Aude. Voilà. Philippe, si tu veux commencer, hein. J'ai eu Jem pendant 30 ans. Ah, oui, je peux commencer. Ouais. La question, c'est ouais, sur la situation actuelle, Ouais. quoi. Comment tu le Euh, vis il y a, de cette campagne? il y a la satisfaction une sorte d'unité qui est en train de se construire, mais qui est quand même bien tardive. Donc, je vais commencer par ça parce que Ouais. la situation que tu décris, elle est ancienne. La montée du racisme, les idées xénophobes, une extrême droite qui s'implante petit à petit. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 10, 20, 30 ans que ces choses-là existent. On voit bien le danger petit à petit qui arrive. Pendant très longtemps, même si on était des poignées militantes à essayer d'alerter, hein, il y a une lutte antifasciste depuis un moment. Qui a été marginale et qui s'est peu à peu développée. Et puis il y avait à travers des syndicats comme la CGT ou même à Solidaire, enfin, des constitutions de collectifs antifa. Enfin voilà, bon, il y a quelque chose qui se construisait, mais ça restait toujours minoritaire. Un peu comme si le danger était minorisé. Et puis d'ailleurs, malheureusement, l'ensemble de la gauche avait plutôt tendance à sous-estimer tout cela et puis en le mettant de côté. Et puis donc du coup, à chaque fois qu'il y avait des alertes ou à chaque fois qu'on essayait de mettre en avant la nécessité d'une lutte unitaire ou d'une riposte unitaire contre le danger fasciste, en fait, ça restait toujours plutôt minoritaire. Hmm. Il a fallu quand même, là, la connerie de Macron, en fait, hein, Ouais, la truc un dissolution, peu ouais. dingo là, de dissoudre un soir d'élection où déjà il y avait le choc. Bon, c'était un choc à relativiser dans le sens où on s'y attendait, hein, où une explosion du score du FN, du RN en France, mais aussi une extrême droite très présente dans d'autres pays de l'Europe. Donc déjà, on avait cette mauvaise nouvelle qui se confirmait. Et le même soir, donc, en fait, ce que fait Macron, c'est-à-dire, on avait dans l'idée que l'extrême droite, c'était un danger en France dans 3 ans, enfin, d'un point de vue électoral. Et là, ça devenait un danger à 3 semaines. Hmm. C'est-à-dire, en fait, un vrai choc. Et donc, ça a quand même, et finalement, d'un certain côté, c'est plutôt positif, puisque ça a obligé un peu tout le monde à réagir. Et on a vu, y compris la gauche, on va dire réformiste ou la gauche pas toujours très à gauche, qui s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, il fallait faire quelque chose, quoi. Et donc, on a vu en 24 heures, en 48 heures, la reconstitution d'une union des gauches, d'un bloc des gauches, sous la forme du nouveau Front populaire. Et derrière, surtout, ben, ça correspondait et ça amplifiait une sorte de mobilisation populaire. On a vu des très belles manifs le dimanche soir, le lundi soir et le mardi soir. Hmm. Et donc là, on s'est dit, enfin.
enfin, il y a la prise en compte d'un danger, mais il a fallu quand même que ça devienne immédiat ou quasi immédiat. Et donc, c'est vrai qu'après, à travers tout ça, bon, ben là, je suppose que partout les campagnes qui sont menées, les campagnes militantes, sont positives dans le sens où il y a quelque chose qui est peut-être en train de se reconstruire, c'est-à-dire cette idée qu'on a intérêt à réagir ensemble. Et sur une gauche large, hein, parce que vous avez vu, ça, c'est la formule d'Olivier Faure, hein, de Hollande à Poutou. Hmm. Mais c'est vrai aussi que c'est bien que ça se passe comme ça, parce qu'on a besoin aussi très largement de se poser le problème de comment on peut empêcher, d'abord empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans 2, 3 semaines. Enfin là, j'ai dit dans 2, 3 semaines, maintenant c'est dans une semaine. Mais après aussi se poser le problème de comment on combat l'extrême droite sur le terrain après le 7 juillet, Bah ouais. parce que Hmm. ce qui se passera à l'élection, ça sera au mieux un ralentissement, ou en tout cas, on verra bien ce qu'on est capable de faire le dimanche soir. Mais en fait, Hmm. on sait que derrière, c'est beaucoup plus profond et que le combat antifasciste, on a intérêt en tout cas à prolonger ce qui est en train de se passer et puis à construire vraiment sur le terrain des forces militantes très unitaires, très larges, qui posent ces problèmes de lutte contre l'extrême droite, la défense de la démocratie, des droits pour tous. Et puis à côté de ça, un programme offensif, un vrai Hmm. programme de gauche, on va dire sur les questions sociales. Ouais, bien sûr. Bah justement, en parlant d'orgas qui font du travail de terrain, je vous disais depuis la Jeune Garde, c'est depuis 2018. Vous, vous avez choisi de rejoindre le nouveau Front Populaire. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce qui vous a poussé aussi à l'action, on va dire, électorale? Ouais, ben disons que je partage l'analyse de Philippe Poutou. Et en gros, nous, avec la Jeune Garde, on a toujours essayé, on a toujours voulu nous donner une dimension unitaire parce qu'on a toujours su que face à l'extrême droite, face à un danger qui est aussi Hmm. gros, on n'y arriverait pas tout seul en fait. Et c'est ce qu'on a d'abord fait localement, partout où on existe, c'est-à-dire à Strasbourg, Lille, Lyon, Marseille, etc., Paris. Et on crée une unité par la base. Et, et c'est aussi via cette unité-là qu'on a créée en fait dans la lutte antifasciste, dans les manifestations, etc., que déjà en 2022, on avait lancé l'idée de que Raphaël se présente Oui, il à était Lyon. candidat à la NUPES, ouais, à Lyon. Non, c'était une dissidence C'était une parce que dissidence. Ok, ok. c'est une dissidence, mais la candidature était particulière, quoi. Enfin, c'était du macroniste écolo, quoi. Hmm. Et déjà à l'époque, on avait réussi à justement à pas mal mobiliser. Et Raphaël, malgré que c'était une candidature dissidente, qui était soutenue par le NPA à l'époque, il avait fait 7%. Et en fait, lorsqu'on a vu que l'union, elle s'est fait rapidement, nous, on s'est dit tout de suite que en fait, cette union, ce nouveau Front populaire, elle peut pas Hmm. se faire sans le mouvement social. En gros, si on fait une union juste des partis classiques, des partis traditionnels, en fait, comment on va attirer la jeunesse déjà? Ça, c'est la grande question. Hmm. Et la candidature de Raphaël Arnaud, de Philippe Poutou, d'Amal Bentoussi, toutes ces candidatures-là, en fait, elles répondent à ça. Euh, Depuis que Macron il est au pouvoir, il y a des manifestations tous les ans. Tous Oui. les ans, il y a un sort de mouvement social, que ce soit sur des questions sociales, antiracistes, écolo, féministes, etc. Il y a tout le temps des manifestations. Et, et justement, le mouvement social français, il est fort, il est vivant, il débat, il, il bouge, quoi. Et je pense que ça aurait été vraiment très décevant, en fait, de la part de la gauche, de ne pas inclure le mouvement social dans ce nouveau Front populaire, parce que Hmm. justement, nous aussi, on a notre part à prendre face à l'extrême droite. Moi, je vais parler par exemple de la candidature de Raphaël. Nous, on combat l'extrême droite, que ce soit dans la rue, dans les médias et aussi dans les institutions. Et c'est pour ça qu'on veut y aller. C'est pour ça Hmm. qu'on veut, par exemple, reprendre une circo au Rassemblement national. Il n'y a pas grand monde qui y croyait, notamment justement, quand il y avait tout l'appareil médiatique de Bolloré jusqu'à Hmm. BFM qui tombait sur la candidature de Raphaël. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est au second tour, Ouais. malgré une candidature dissidente, malgré qu'il a été traîné dans la boue par des médias. Parfois, il y avait des choses qui étaient lancées, des choses horribles, qui étaient sans fondement. Hmm. Et en fait, on a réussi à construire une grosse unité sur le terrain. Et voilà, on est au deuxième tour. Par rapport à ça, sur la campagne électorale, comment est-ce que vous arrivez à mener campagne? Là, il y a des bâtons dans les roues énormes qui vous sont mis dans les médias, etc. Elle ressemble à quoi, cette campagne électorale-là pour vous? En vrai, c'est surtout, en vrai, nous, ça va, on s'est quand même préparé à ça. On savait que Hmm. si on se présentait, notamment avec l'étiquette Nouveau Front Populaire, l'extrême droite allait être extrêmement paniquée parce qu'en fait,
ils savent ce que c'est de faire face à des antifascistes. Par exemple, Mm. Raphaël, il est déjà allé à l'Assemblée nationale pour débattre du terrorisme d'extrême droite. Et en face, il y avait Jean-Philippe Tanguy, non, Jean-Philippe Tanguy, là, ouais, le mec du Rassemblement Ouais. national et d'autres députés. Et, je me rappelle, ils ont posé seulement une question à Raphaël. Raphaël les a mouchés. Et après, ils l'ont ignoré totalement pour pas lui donner la parole. Mm. On sent que lorsqu'on est présent à l'Assemblée nationale, les mecs, ils ont les chocottes, tu vois. Et c'est pour ça qu'on veut y aller, parce que on veut pas leur laisser ce terrain-là. On veut qu'ils se sentent mal à l'aise à l'Assemblée nationale aussi. Ouais, je comprends. Je Et, comprends. et sur le terrain, ça se passe super bien. Mm, mm. Les gens comprennent en réalité que c'est une campagne vraiment pour nous dénigrer, pour nous salir. Ouais, bien sûr. Et, et lorsqu'ils nous voient, ils voient que notre projet, le projet qu'on porte, en fait, il est égalitaire, il est antiraciste, il est féministe. Il est justement pour qu'on puisse vivre ensemble en paix et en harmonie. Et du coup, sur le terrain, ça se passe super bien. Et la Ouais. candidature dissidente, elle a apporté son Elle soutien a, à pour le Raphaël aussi. deuxième tour, ouais. Heureusement, Ouais, pour c'est le ça. premier tour, en gros, c'était opposé. Et là, pour le second tour, Ouais, vous avez le soutien d'une candidature PS, du coup, à la base. C'est ça. c'est ça. C'est Et de la ça. mairie PS. Très bien. Bon, plus question pour Philippe, mais ça, c'est effectivement, vous allez pouvoir en parler tous les deux, mais l'extrême droite, elle est quand même extrêmement banalisée dans les médias, voire même, des fois, on a l'impression que les journalistes font campagne pour eux, tellement est-ce qu'ils déroulent, ils reprennent leurs éléments de langage. Comment est-ce que vous essayez d'imposer, justement, d'autres thèmes, d'autres éléments? C'est quoi vos enjeux là-dessus, en tout cas sur la bataille médiatique? Ce qui est intéressant à voir, justement, c'est en lien avec la banalisation de l'extrême droite, de voir comment les médias, et pas que CNews, parce qu'il y a le côté très caricatural de CNews. Mm, En réalité, l'ensemble des médias jouent un peu le même jeu. BFM, par exemple, hein, où ça devient des caisses de résonance de tous les thèmes de l'extrême droite, même à devenir obsessionnel. Enfin bon, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ça, et de l'autre côté, mais c'est complètement lié, c'est cette volonté de diaboliser la gauche. mm, Et on voit la réaction qu'ils ont eue, c'est-à-dire, ils ont été, mais comme Macron n'a pas dû prévoir le coup, mais personne ne l'a prévu, et de voir la gauche se reconstruire en si peu de temps, alors qu'on sortait d'une campagne européenne où effectivement ça avait été plutôt bisbille sur bisbille, et donc la gauche se reconstituant, on a vu que ça a énervé un peu tout ce milieu-là, quoi, à la fois le monde politique droitier et puis extrême droitier, et puis donc ce monde médiatique enfin, qui est le même monde en fait. Et alors ça, c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Et effectivement, la diabolisation de la gauche, bon, on a bien vu pendant toute une période, notamment depuis les massacres du Hamas le 7 octobre, et donc l'intensification de la guerre coloniale, on a vu comment la FI était la cible de tout ce monde-là, qui devenait en fait le diable. Avec Mélenchon. Et on a vu que donc à travers cette élection-là, bon, ce sont les gauchos qui se sont alliés au nouveau Front Populaire, et notamment parce que Raphaël Arnault qui a pris évidemment pour son grade dans les médias depuis qu'il est candidat, et nous aussi de notre côté. Et c'est intéressant de voir ça, comment ils se servent des éléments les plus mm. radicaux de la gauche, comment ils les diabolisent, comment ils les dénigrent, comment ils les insultent, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment, mais des fois c'est tellement grotesque, tellement outrancier qu'on ne sait même pas comment répondre, hein, sur la question des, ben oui, comme on soutient le peuple palestinien, on devient des terroristes Mm. et des antisémites évidemment. Et comme on est en critique des violences policières et même des fois en défense d'un désarmement de la police dans le cadre bon, voilà, des manifs et tout ça, on devient donc finalement des anti-flics et presque des assassins de flics. Enfin voilà, donc tout s'inverse et ça c'est intéressant à voir. Et c'est quelque part, alors on ne sait pas trop comment on peut interpréter ces choses-là, mais quelque part il y a aussi cette crainte, pas tant de la reconstruction d'une gauche politique, parce que bon, ils ont déjà vu des gauches qui finalement font pas peur aux possédants, mais derrière la reconstitution de cette gauche politique, il y a la reconstitution d'une gauche plus large, militante de terrain, une gauche qu'on pourrait dire plus de combat, plus radicale. Et on peut penser que c'est ça qui se joue en fait. Mm. À un moment donné, la situation peut changer, ou en tout cas les choses peuvent commencer à s'inverser et des dynamiques peuvent se retrouver du côté du mouvement social. On n'est pas loin du mouvement des retraites non plus, hein. C'était il y a un an sur un autre sujet, sur des questions sociales, mais le mouvement social avait montré qu'il était capable de faire trembler à un moment donné, en tout cas, le pouvoir. Mm. Donc on est un peu dans tout ça. Et puis il y a eu entre-temps la révolte des jeunes dans les quartiers populaires suite au meurtre de Naël, et puis la révolte aujourd'hui de la jeunesse en Kanaki. Donc en fait tout ça assemblé, on peut penser que quelque part quand même, macronien et puis tout ce monde au service des plus riches se disent, tiens, à un moment donné, leur monde il peut péter.
Et on est un peu là-dedans. Et nous, on devient les cibles, enfin en tout cas, les plus radicaux deviennent les cibles. Voilà. On est dans ce contexte-là. Donc nous, après, on essaie de maîtriser la situation parce qu'elle est très difficile à maîtriser. Et nous, comment ça s'est passé concrètement sur le terrain? À partir du moment, bon, en fait, moi, je me retrouve donc à Carcassonne, dans la Mm. Circo 1 de l'Aude. On n'a pas choisi, nous. Hein. Mm. Ce sont les états-majors de gauche qui se sont répartis les circonscriptions. Vous pensez bien que le NPA n'a pas été invité à tout ça. Et le NPA n'a pas non plus été invité à la rédaction du programme. Enfin, ceci dit, le programme, il ne nous pose pas de problème. Hein. Mais bon, en tout cas, la répartition des circonscriptions, c'est pas si simple à gérer. Ils nous ont dit, ben, finalement, si vous voulez, Mm. on les a embêtés. On a dit, oui, on veut participer à ce bloc des gauches. On a notre place aussi, nous. Et donc, bon, il y a eu toute une popularité aussi du côté des bases militantes en disant, Mm. ouais, ce serait bien que le NPA y soit. Et du coup, ils ont dit, bon, ok, ben, une place alors, hein, une place et c'est Carcassonne. Bon, alors enfin, c'est quand même, pour nous, c'est un peu, je suis un peu long sur ça, mais bon, c'est Ah un non, il n'y peu a pas de problème. Ouais. c'est un peu expliquer la situation. Donc, nous, c'est pas nos pratiques militantes. Mm. On n'était pas à l'aise et tout ça. Donc, c'était une difficulté dès le départ, en fait. Et cette difficulté-là, qui était pour nous plutôt saine, c'est-à-dire, en fait, pas être à l'aise avec ces situations parce qu'on Mm. savait pas trop si on perturbait les équipes militantes, fait, qui avaient peut-être choisi d'autres militants ou d'autres militantes pour la candidature. Bon, donc, on arrive là. Et par contre, l'extrême droite, la droite et même une partie de la gauche ont utilisé ça. Donc, ça s'appelle le parachutage. Bien Hein, sûr. c'est connu, hein, et c'est pas nous qui l'avons inventé. Mm. Hein, c'est quand même énormément de candidatures sont des parachutages. Et donc, on a démarré la campagne avec ça. C'était assez énorme, quoi. Et Mm. puis, les médias reprenaient ça, Poutou parachuté à Carcassonne et tout ça, un urbain du côté des ruraux. Enfin, voilà. Donc, ça nous a mis en En difficulté. difficulté, ouais. Mm. Et en plus de toutes les attaques, les dénigrements qu'il peut y avoir, ce qu'on Mm. disait juste précédemment sur la diabolisation donc de la gauche, quoi. Mais ceci dit, en fait, c'est là aussi il y a quelque chose qui se passe dans la tête des gens et au niveau militant, c'est qu'en fait ça a été dur le premier jour, le deuxième jour parce que ben, tout le monde a attaqué là-dessus. Mm. Mais en fait, on a trouvé très rapidement des militants et des militantes, y compris du PS. PS, PC, Vert, enfin, LFI, des militants de Ensemble et aussi des équipes militantes syndicales. Et en fait, très rapidement, finalement, ce parachutage-là est devenu finalement le déclencheur d'une dynamique unitaire. Presque, c'est chouette que vous soyez là, on va pouvoir partir en lutte contre le candidat facho. Et donc, en fait, on a trouvé très rapidement des choses qui sont hyper plaisantes, hyper enthousiasmantes, et qui montrent que, en fait, la situation, elle n'est pas si noire que ça. Mais je pense que Raphaël a vécu ça avec ses potes du côté d'Avignon, mais beaucoup vivent ça dans d'autres, même avec des candidatures moins radicales à la gauche. Mm. Mais il y a une dynamique militante qui se met en place et qui redonne de la confiance. Et parce qu'on est confiant, on devient plus radicaux aussi, ou en tout cas, on ose affirmer des choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être en train de se jouer en ce moment. Voilà. Et donc, du coup, notre campagne, eh bien, même si on est très loin, enfin, si on discute score, on est un peu on s'en sort bien, hein, puisque à l'issue du premier tour, on a été pendant toute une partie de la soirée, on était éliminés. Mm. Éliminés parce que le facho, il avait 55%, enfin, puis petit à petit, ça diminuait, puis il est passé sous la barre des 50. Là, on devenait. Là, il y avait un deuxième tour, et donc, comme on était deuxième, voilà, et puis il a fini avec 49,3. Hein, c'est pour vous dire que des fois, il y a des signes assez rigolos. Et donc, on est au deuxième tour, et ce deuxième tour-là, il est vécu comme déjà un début de victoire, en fait. Avec tous les problèmes qu'on avait, les difficultés qu'on avait, le climat où l'extrême droite est quand même bien implantée, Mm. malheureusement, dans ces terres audoises. Et en fait, voilà, il y a ça, et puis tout ce qui peut être positif, et tout ce qui donne confiance, un peu, courage pour la suite. Mm. Et en fait, voilà, c'est des campagnes très stimulantes. Et on espère que c'est sur ces choses-là qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. En tout cas, on va évidemment, d'abord, on joue la gagne jusqu'au bout, on verra bien. On n'est pas favori, mais c'est comme en sport, hein. Bien On sûr. n'est pas favori, mais on peut créer, il y a un temps additionnel, on peut marquer un penalty juste à la dernière seconde. Enfin, voilà. On verra tout ça, ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, surtout derrière, on espère créer les bases de la reconstruction d'équipes militantes, y compris donc autour de Carcassonne. Et ça serait déjà très chouette si on arrivait à faire ça, quoi. Oui, donc en plus avec des gens et des militants de gauche qui sont entourés d'un vote extrême droite très fort, une grosse implantation de ce côté-là, quoi. Juste par rapport à ça, la campagne, bah là tu l'expliques bien, la campagne électorale c'est un instant T qui est très très bref en fait dans les vies des militants et militantes. Ça sensibilise, donc ça permet à plein de gens d'entendre parler de sujets dont ils n'entendent pas parler
le reste du temps, mais ça reste que la vie va reprendre après la campagne, qu'importe les résultats. L'idée, c'est pas de rester passif et résigné face à tout ça. Vous, ça ressemble, pour donner un peu envie aux gens et qui se projettent, ça ressemble à quoi votre vie quand vous êtes en dehors d'une campagne? C'est quoi votre travail militant? C'est quoi les actions que vous faites? Pour que les gens se rendent compte aussi du travail que vous faites en dehors des périodes électorales. Tu peux y aller, Jem, ouais. Ouais, pour répondre pour la jeune garde, en réalité, nous, on est en campagne toute l'année. On est en campagne toute l'année, sauf que effectivement, c'est un rythme qui est différent. Là, c'est vraiment la course. Mm. Macron, en fait, il n'a pas laissé le temps à la démocratie, il n'a pas laissé le temps au débat, à construire quelque chose de, et même le temps d'aller voir les gens, il n'a pas laissé le temps à ça. Et du coup, ça nous oblige à faire tellement d'activités par jour. Mais, mais au quotidien, par exemple, à la Jeune Garde, ce qu'on fait, nous, justement, on essaye d'aller dans les quartiers qui sont justement abandonnés par les luttes politiques. Et on essaie de sensibiliser les gens à ces questions-là, à la question de la lutte contre l'extrême droite, à la question de se mobiliser, pas forcément seulement dans les urnes. C'est important de se mobiliser dans les urnes, mais il y a aussi d'autres manières de se mobiliser. Du coup, c'est beaucoup ça. C'est discuter avec les gens. Et après, c'est aussi ben, justement se préparer à ben, justement à empêcher l'extrême droite aussi de prendre la rue, ce genre de choses. Nous, ça nous tient à cœur dès le début de la Jeune Garde. Ce qu'on apprenait en fait, c'est aussi l'autodéfense de notre classe. Et par exemple, je vais prendre l'exemple d'une ville comme Lyon qui a été pendant Ouais. longtemps le laboratoire de l'extrême droite. En vrai, à l'époque, avant la Jeune Garde, par exemple, les gens, ils sortaient pas tout seuls en manif. Ouais. Ils partaient pas tout seuls de manif. Souvent, ils pouvaient se faire agresser, Bah, je etc. suis à Lyon depuis Et 2016 et 2016, ouais, tu sors tout seul d'un cortège, place Bellecour, t'as des mecs qui t'attendent, casque de moto, club de golf. Voilà, ils vont ouais, tabasser c'est du ça. gauchiste, quoi. Donc ça, c'est 2016, vous arrivez en 2018. C'est ça. Et du coup, nous, l'objectif, c'est vraiment de faire reculer cette violence-là. On Mm. a quand même réussi à la diminuer, même si elle est toujours présente. Aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Lyon, elle est beaucoup plus. C'est quelque chose qui est beaucoup plus occasionnel, mais lorsqu'elle vient, elle est vraiment élevée. Mm. Et, et du coup, c'est ça, au quotidien, c'est ce qu'on essaye de faire. Du coup, faire reculer l'extrême droite violente, fermer leurs locaux, ce genre de choses, aussi faire des conférences publiques, Mm. débattre, créer l'unité. Elle se fait pas seulement en campagne pendant les périodes électorales, elle se fait toute l'année. Oui, vous avez des liens avec plein d'orgas, vous avez des liens avec la France Insoumise, Ouais. avec les syndicats, c'est aussi essayer de créer des liens de solidarité qui sont durables et des campagnes d'information, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout que l'unité, elle se fait par la base. Mm. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que même si, je sais pas, Fabien Roussel, il veut pas, nous, justement, on va aller voir les militants communistes, les jeunes communistes, et justement, on va créer cette unité par là, et on va obliger justement les dirigeants politiques à s'asseoir autour d'une table et à faire l'unité. Au niveau local, on le fait, on l'a déjà beaucoup fait, et aujourd'hui, on essaie de le faire aussi au niveau national. Très bien. C'est quoi, du coup, la vie du NPA en dehors d'une campagne, en tout cas en dehors d'une campagne aussi exceptionnelle que celle-là? Ben, en dehors des campagnes, on se fait chier en fait. Et on aime bien les campagnes, mais voilà, ça fait bizarre de dire ça, évidemment, j'exagère, Mm. parce qu'en fait, on n'est pas du tout électoraliste, donc ça ferait bizarre d'être demandeur de campagne, mais ça se Il y a les rapproche quand grèves même. aussi. Hein? Il y a les grèves, les Oui, manifs. voilà, mais justement, j'allais Il faire y a le tout lien. ça à construire. Parce qu'en fait, ça se ressemble quand même. Mm. Bon, je vais pas mettre ça ex aequo, évidemment, mais entre même des manifs, des mobilisations comme contre les bassines, enfin tout ce qui peut exister aujourd'hui, des grèves, la bataille des retraites ou une campagne, il y a quelque chose qui se ressemble dans le sens où on se retrouve. On se retrouve et c'est des endroits où ça discute. Mm. C'est comme des AG, enfin et en fait, et une campagne électorale, ça a quand même cet avantage-là de nous sortir un peu, d'aller à la rencontre des gens, parce que Mm. là, évidemment, il y a un objectif qui est assez précis, qui est celui d'avoir des voix et puis ou de gagner ou de pas trop perdre. Hein, parce que nous, on est plutôt dans le pas trop perdre habituellement, d'essayer de franchir la barre des 1%. Ben là, on est sur d'autres objectifs maintenant. Même d'ailleurs, on est au deuxième tour. Ça fait bizarre d'être au deuxième tour. Ça donne des vertiges. Mais bon, mais la campagne
campagne électorale, c'est ça. Et quelque part, c'est aussi des combats, parce que souvent on oppose la lutte, Mm. les grèves, la lutte des classes, et puis à l'autre côté, il y aurait les élections, le réformisme, l'institutionnalisme, enfin voilà. Et en fait, il n'y a pas à opposer ça, parce qu'on retrouve des choses qui sont très proches. Et comme tu le disais hein, juste avant, en fait, c'est très plaisant. Voilà, il y a de la confrontation, il y a de la discussion, c'est du militantisme, c'est vivant. Et c'est là qu'on voit que c'est la démocratie, en fait, dans le sens que nous, on souhaite au quotidien. Et c'est vrai qu'il se passe des choses tout le temps dans ces moments-là. Alors là, la campagne qu'on est en train de vivre, elle est très particulière parce qu'évidemment, il y a à la fois la peur, parce qu'on a quand même peur du dimanche soir et du lundi qui va Bien sûr. suivre. On a peur parce qu'il y a pour nous, il y a quelque chose qui peut se passer de très grave. Il y a une bascule qui peut, sans savoir, sans mesurer exactement ce que ça voudrait dire. Mm. On ne sait pas. Il y a quand même quelque chose qui est très, mais on sait quand même que si ils ont la majorité, ça sera de toute façon très grave. Il se passera des choses. Mais non. Donc on est dans cet objectif immédiat d'essayer d'empêcher ça. Et, euh, et donc, en même temps, on est aussi dans un combat, donc encore une fois, à plus long terme. Mais c'est toutes ces discussions-là, et c'est vrai qu'il y a comment on reconstruit, comment on recrée du lien, comment on remet en place des outils militants beaucoup plus larges. Et là, la campagne d'aujourd'hui, moi, je trouve enfin, on trouve, parce que c'est quelque chose qui est très stimulant, qui fait réfléchir, et qui fait que on se dit, mais bon, voilà. Il y a plein d'enjeux très rapidement. On a un peu peur même de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir faire parce que là, on a un afflux. Il y a des gens qui viennent, Ouais. ils viennent prendre des tracts, mais c'est vrai partout. Hein, ça doit être vrai à Avignon aussi. Des gens qui comprennent maintenant ou qui se disent, putain, il faut faire quelque chose. Voilà. Mais comment après, tout ça, ça va se garder? Comment on va réussir à pas perdre ce qu'on a pu gagner pendant cette campagne-là? Et comment on va faire comprendre à la plupart des gens qui auront participé à la campagne d'une manière ou d'une autre, comment leur faire comprendre que une fois que le vote est passé, on doit continuer. Mm. Et qu'en fait, il faut qu'on s'occupe de nos affaires, qu'on fasse de la politique. Et ça répond aussi à la question que vous avez posée tout à l'heure, à laquelle je n'avais pas répondu. C'est comment on arrivait à mettre dans une campagne des sujets qui n'y sont Mm. pas, ou enfin, comment on se démerde. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en fait, il y a une dépolitisation réelle d'une bonne partie de la Ouais. population qui est sous forme de résignation, de désespoir. Et puis voilà, il y a une vraie misère. Hein. Nous, on est dans l'Aude, il y a une vraie pauvreté, il n'y a plus de services publics ou quasiment plus. Donc toute cette souffrance-là, ça se transforme en une sorte de colère, mais une colère qui va n'importe où. Mm. Et on s'aperçoit en fait que il y a plein de sujets politiques qui sont plus du tout discutés parce qu'en fait ni les médias ni les partis politiques n'aident à ça et donc c'est comme s'il y avait tout à refaire quoi. Et donc c'est une des difficultés auxquelles on est confronté nous, c'est comment on remet ces sujets-là, comment on arrive à discuter, mais en même temps que nous on apporte ça, comment on apprend aussi à faire passer les choses. C'est pas si simple que ça. Et on s'aperçoit d'ailleurs, et c'est un des paradoxes de la campagne électorale quand on est dans l'Aude ou à Avignon, je pense aussi, parce que ce sont des régions qui sont très marquées par une extrême droite, Mm. une présence d'extrême droite. Comment on fait, nous, pour discuter? Et on s'aperçoit en fait que l'accueil est très bon. Ça fait bizarre d'ailleurs. Ouais. C'est une population à 50% qui vote extrême droite. Et en plus, ils votent pour vraiment un taré. Hein. Enfin, un taré, un facho bête et méchant, et qui a un succès énorme. Il fait des 70% dans des villages, ou un peu plus. Et quand on va dans ces villages-là, quand on va coller les affiches restent, quand on va distribuer. A priori, on n'a aucun problème. On rentre dans des bars, on est plutôt bien accueillis, que ce soit dans les villages ou à Carcassonne. Et c'est bizarre ce décalage-là. Et on se dit, mais comment ça se fait, quoi? Mm. Et donc, ça montre que les choses sont assez compliquées et que dès qu'il y a d'autres gens qui arrivent, ben, ça peut-être que ça fait discuter. Enfin, voilà, on Ça verra. apporte des solutions. Ouais. Mm. Ouais, mais c'est vrai que tout n'est pas si inquiétant que ça, quoi. Il y a à la Mm. fois donc cette peur de la semaine prochaine, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quand même du potentiel et des raisons de garder quand même une confiance. Ouais, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un gros travail de terrain pour être implanté, pour rencontrer les gens Ouais. et pour leur apporter des solutions ou même un discours qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Parce que là, aujourd'hui, ils allument leur télé, ils allument la radio et ce qu'ils entendent, c'est que vous êtes violent, vous êtes dangereux. Il y a quelqu'un dans le chat là, qui dit comment est-ce qu'on convainc nos parents que les antifas, que l'extrême gauche, c'est pas des fachos ultra violents parce que là, tout est mis sur le même plan. Comment vous faites, vous, ça, quand sur le terrain, des gens vous font des remarques comme ça et mettent tout à égalité? Ouais, en vrai,
En vrai, on n'a pas tant de gens. Enfin, moi, j'ai pas rencontré tant de gens qui mettaient tout à égalité. Soit Ouais. je rencontrais plus des gens qui étaient clairement, enfin, qui assumaient clairement qu'ils allaient voter Rassemblement National et pour les raisons pour lesquelles ils allaient voter Rassemblement National. En réalité, le fait qu'ils soient aussi forts fait que ça a libéré quand même une parole raciste Oui. et que les gens, ils assument beaucoup plus cette violence. Et c'est parce que le racisme, en réalité, c'est une vraie violence. Ils l'assument beaucoup plus. Euh, Après, s'il y a des gens à convaincre, moi, par exemple, je parle à des gens qui peuvent être parfois modérés, qui peuvent voter écolo, etc., mais qui me disent, ouais, la France insoumise, quand même, c'est difficile, ils sont antisémites. Moi, ce que je fais généralement, genre, je leur pose la question, je leur dis, tu te bases sur quoi? Mm. C'est quel propos de Mélenchon, de Rima Hassan, de Mathilde Panot Mm. qui t'a posé problème, etc. Et souvent, et souvent, en fait, c'est du pré-mâché, Ouais. on entend tout le temps dans les médias, et en fait, il n'y a pas de fait matériel. Et vraiment, je pense que la première des choses à faire avec les gens qu'on connaît, c'est justement de faire ce travail de réflexion. Sur quoi tu te bases pour dire qu'un tel est raciste, pour dire qu'un tel est violent. Pareil pour la jeune garde, on dit que souvent enfin, on entend dans certains médias que, en fait, on est une organisation violente. C'est pas vrai. Nous, on déteste la violence. Mm. Nous, justement, pourquoi on s'est créé, c'est parce qu'il y avait énormément de violence du côté de l'extrême droite qui agressait des militants associatifs, des militants politiques, des personnes parce qu'elles étaient LGBT, des personnes parce qu'elles étaient racisées, etc. Et que nous, justement, on voulait faire stopper ça. C'est ça la réalité, c'est que nous, on voulait faire cesser la violence. Effectivement, nous, on a du coup, face à des gens qui t'attaquent, tu leur réponds physiquement. Mm. Mais nous, notre projet de société, c'est pas ça. Notre projet de société, il est dans le dialogue, il est dans l'égalité, il est dans la tolérance. Et vraiment, je pense faut axer sur le projet de société aussi Mm. et sur les méthodes. Voilà. Ouais, bien sûr. Et je voulais répondre sur Ouais, un truc vas-y. que disait Philippe avant. Je pense aussi, on l'a vu pendant cette campagne, il y a énormément de gens qui sont venus, des jeunes, des moins jeunes, etc. Des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que ces gens-là, faut les garder mobilisés toujours après. Et je pense qu'on a on a une grande responsabilité, notamment à construire un mouvement social fort juste après ces élections-là. Moi, je pense vraiment que la situation elle va être extrêmement tendue en France. Personne ne va avoir vraiment de majorité et que vraiment le groupe parlementaire du nouveau Front populaire, il va avoir besoin d'un mouvement social, notamment construit par les syndicats, pour pouvoir mener la lutte antifasciste dans l'Assemblée et aussi qu'on mette la pression sur les macronistes, justement pour faire appliquer des mesures du programme du nouveau Front populaire sur les questions sociales. Je pense qu'avec un mouvement de grève, Mm. ce blocage à l'Assemblée, c'est pas le même. Ouais. Ouais, après, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, c'est ce qu'on disait. Donc, il y a plein de gens qui étaient sympathisants de gauche, qui deviennent aujourd'hui, qui font leurs premières actions de terrain, qui font leurs premières mobilisations, qui donnent leurs premiers tracts, etc. Donc, ça veut dire que là, il y a des gens qui étaient juste sympathisants, qui deviennent des militants. Comment est-ce qu'on convertit ça sur le long terme? Moi, ce que j'ai envie qu'on discute aussi, c'est quand même que là, ils ont eu, et on l'a vu avec l'annonce des résultats, beaucoup d'espoir. C'était se dire, je me mobilise, donc ça va changer les choses. Et c'est ça qu'il y a aussi un peu avec les gens qui militent pour la première fois. Ils se disent que leur implication va changer les choses de manière durable. Et en fait, il y a un peu des difficultés parfois à voir que le résultat va pas être instantané. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on convertit ça sur le long terme? Comment on explique que c'est des logiques de fond? Là, c'est peut-être les grosses difficultés sur lesquelles il faut qu'on s'appuie sur des orgas qui sont stables et durables depuis longtemps, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est bon, t'as fini de répondre, hein? Oui. Elle Ouais, est courte ta réponse. elle est finie, ma réponse. Oui, mais il y avait le truc d'avant, je voulais dire aussi des choses, euh, mais oui, enfin, je sais pas s'il y a, il y a de l'espoir et pas de l'espoir, parce qu'en fait, il y a surtout l'idée que on peut pas laisser faire, quoi. Enfin, il y a une prise de Mm. conscience. Enfin, de toute façon, même, ça fait quand même un moment qu'il y a une partie de la jeunesse qui est mobilisée, hein, dans les mouvements féministes, LGBTI ou dans les mouvements écolos. Donc, il y a déjà une politisation d'une partie de la jeunesse et qui a bien conscience de la gravité de la situation. Là, il y a la question de l'extrême droite et donc il y a une réaction. C'est pas forcément des militants de tous les jours, mais c'est
c'est des Mm. gens qui disent, mais on ne peut pas laisser faire. Je sais, c'est pas dit qu'ils aient l'espoir que tout soit réglé ou qu'on pourrait régler le dimanche soir. C'est juste qu'il faut faire, quoi. Mm. On ne peut pas ne rien faire. Moi, je pense que c'est ça qui domine dans la tête des gens. Voilà, il faut réagir. Après, on peut supposer quand même que beaucoup de gens, jeunes ou moins jeunes, ont quand même conscience que ça sera un truc de beaucoup plus long terme que le dimanche, parce qu'en fait, on baigne dans une ambiance d'extrême droite. Mm. Même avec Macron, on baigne dans une ambiance d'extrême droite, en fait, avec les Darmanin, enfin tous les brigands qu'il peut y avoir au gouvernement. Il y a déjà, de toute façon, une ambiance d'extrême droite, les lois racistes qu'ils ont votées, l'attitude de la police, l'autonomisation quelque part de la police avec les syndicats d'extrême droite. Enfin bon, on est déjà quelque part de là-dedans, donc on voit comment la société, elle est imprégnée, tout est infiltré, donc c'est pas une élection qui va nous débarrasser de tout ça. Donc il y a ça. Après, oui, c'est sûr que l'espoir réel, il peut venir de ce qu'on est capable de construire maintenant. Mm. Donc, il va y avoir beaucoup de députés FI, il va y avoir beaucoup de députés du nouveau Front populaire, même si ils sont en deuxième position, hein, c'est-à-dire entre le RN et le groupe des Macroniens. Ça sera de toute façon une force politique importante, à la fois une caisse de résonance et certainement un point d'appui pour les luttes. Mais ceci dit, on a quand même l'expérience de la gauche, et même une gauche aujourd'hui un peu différente, avec un poids important de la FI. Ça reste une gauche dans les institutions, et on s'en sortira pas si le mouvement populaire ne s'empare pas de ça, Mm. ne construit pas lui-même ses propres outils. Et c'est ça aussi qu'on peut avoir en débat très rapidement. On sait qu'il va y avoir des recompositions politiques de toutes parts, à droite, à l'extrême droite, on le voit, c'est la débandade, hein. Et puis à gauche, il y aura des reconstructions, des reconstitutions, des recompositions. Et nous, ce qu'on espère, la frange, on va dire, radicale du mouvement social, du mouvement politique, c'est qu'on joue un rôle important dans cette recomposition-là et à convaincre que, voilà, il faut que les gens par en bas s'organisent en assos, syndicats, politiques, voir comment. Mais en tout cas, il y a cette idée-là, quoi, de se faire confiance à nous, parce que sinon, on va toujours vivre les mêmes désillusions. Mm. Mm. Et aussi, aussi radicaux seront les militants, les députés de l'AFI, ou pourquoi pas même quelques Verts ou quelques PS qui seront engagés dans un bras de fer contre les fachos, contre l'extrême droite. N'empêche que la véritable force, elle sera pas dans le Parlement. Elle sera de toute façon dans la rue. Mm. Bon, c'est l'histoire, c'est plein de choses qui nous montrent ça. Donc, mais ça, c'est peut-être pas si compliqué à convaincre. Maintenant, voilà, c'est aussi. Par contre, ce qui sera compliqué, ça sera construire. Mais on est dans les vrais débats. Enfin, ces débats-là vont avoir lieu de toute façon Mm. dès maintenant, enfin, dès la préélection. Ouais, c'est sûr. Ouais. On a parlé un peu du travail de terrain que fait la Jeune Garde. Est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites au NPA et à quoi ça ressemble quand on est militant de base et qu'on rejoint le NPA? Bah, c'est un peu le bordel déjà, mais en fait le NPA, mais on est Olivier disait ça dans son intervention avant-hier, je crois, à la Mm. République. Il dit voilà, on a bien conscience qu'on est un tout petit bout dans le bloc des gauches. Donc voilà, et le problème d'un petit bout, d'une petite organisation comme la nôtre, bah, c'est jamais évident d'exister politiquement, même si on sait bien, il le disait Olivier, on existe par contre dans la tête des gens, on est dans le Oui. paysage politique, donc on sait ça. Donc ça, c'est un peu notre force, c'est cette sorte de radicalité enfin, on représente ça, et donc on sait que c'est un point d'appui important, et on sait que nos idées, elles ont de la popularité, donc tout ça, c'est bien. Mais à côté de ça, on souffre quand même pas mal d'une faiblesse militante, une faiblesse d'implantation, et forcément, cette faiblesse d'implantation, ça a des conséquences, voilà, et c'est toujours plus compliqué de s'organiser, quoi. Mais justement, nous, notre perspective, et c'est comme ça qu'on milite tous les jours, en fait, on est très impliqués dans les luttes, mais un peu comme les camarades de la Jeune Garde, très impliqués dans pas mal de mobilisations, et c'est le contact avec les autres permanent, quasiment, hein. C'est de faire avec les autres, de militer avec les autres, d'avoir des initiatives communes, qui fait que, voilà, un petit bout peut être toujours intégré dans des bouts un peu plus grands, et c'est ça qui, je pense, fait qu'on rattrape un peu nos propres faiblesses. Mais donc voilà, c'est ça notre quotidien en fait, hein. Et après, bon, on a nos apparitions électorales qui permettent, à notre avis, de jouer un rôle important dans le fait de faire exister justement des perspectives
perspective politique radicale et même de mettre en avant un programme de rupture avec le capitalisme, avec les idées d'expropriation, de socialisation, d'un partage des richesses, même plus que d'un partage des richesses, et l'idée d'une réappropriation des richesses pour les opprimés. Donc tout ça, voilà, c'est notre boulot. Mais nous, notre perspective, c'est réellement d'arriver à être un des éléments de construction d'une gauche radicale. Et ça permet de tenir le coup, en fait, parce Mm. qu'on a toujours cette idée que ça sera avec d'autres et qu'on va construire avec d'autres, y compris avec des gens qui sont considérés comme des réformistes. D'ailleurs, ça ne veut pas Mm. dire grand-chose aujourd'hui parce que, voilà, parce que tout bouge, enfin, on ne sait pas, quoi. Mais voilà, donc du coup, voilà, notre activité militante, elle est toujours là-dedans, en lien, dans l'unité et à la fois la radicalité. Et d'ailleurs, avec les camarades de la Jeune Garde, mais comme des tas d'autres, voilà, on se retrouve, on fait, et c'est vrai que c'est chouette quand on a cette vision un peu de faire les autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'intégrer assez facilement dans des campagnes comme Mm. celle du Nouveau Front Populaire, parce qu'en fait, on n'est pas gêné du tout, même, y compris d'être. Moi, j'ai eu une interview à BFM où les journalistes ont essayé de me piéger en disant, ouais, bah, vous allez faire un meeting avec Hollande alors? On vous a connu Mm. plus remonté quand même, en essayant de nous faire croire qu'on se ramollissait tout ça. Puis ils nous ont dit, non, ça dépend. Une lutte, elle a un objectif précis, et Mm. cet objectif-là, c'est empêcher l'extrême droite. Donc on est avec celles et ceux qui veulent le faire. Et à côté de ça, évidemment, on garde notre projet radical et c'est celui de construire donc des outils politiques qu'on n'a pas aujourd'hui. Mm. Enfin, Mm. voilà, donc c'est pour ça qu'on est plutôt à l'aise, mais bon, on aimerait bien quand même grossir un peu rapidement, quoi. Ça aiderait pour influencer d'autres courants de la gauche, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est intéressant parce que il y a cette image qui est véhiculée dans les médias que la gauche est très divisée, voilà, en disant bon bah voilà, les électeurs sont perdus pour qui voter. En tout cas, c'était ça qui était beaucoup Mm. annoncé avant. Et quand on regarde dans les faits, les militants de terrain, en fait, ils ont tous et toutes l'habitude de travailler ensemble, de faire des actions collectives. Et en fait, là, on le voit, la dissolution a été annoncée, la campagne a tout de suite embrayé. Et en fait, les gens savaient comment se rassembler et travailler ensemble, même avec effectivement des têtes de liste ou des personnes qui sont présentées en premier, qui ne connaissent pas forcément. Et pourtant, ils ont mis la main à la pâte, ils ont travaillé. Et on voit qu'en fait, les divisions, elles sont surtout mises en avant par les médias, plus que concrètes sur le terrain. Alors, pas que, je reprends la parole, mais après, Vas-y. de suite, l'habitude, oui, il y a l'habitude, mais c'est surtout une aspiration en fait, Mm. qui est réelle depuis très longtemps. Là, je reparle de la bataille des retraites parce que en fait, ce qui avait été déterminant et qui avait été marquant dans la bataille des retraites, c'est l'unité de l'intersyndicale, mais qui était aussi le résultat d'une pression de la base. Il y avait tellement de monde dans les manifs que voilà, mais il y a une volonté de faire ensemble. Après, c'est pas forcément une habitude parce que en fait, on a malheureusement trop de culture, de division, de chacun pour soi, sa boutique, le sectarisme. Ça, c'est des réalités, mais c'est pas juste les médias qui font ça, hein. Ils jouent, évidemment, ils font tout pour diviser quand ils le peuvent. Mais le problème qu'on a en réalité, c'est que les divisions, elles viennent de chez nous, quoi, en fait. Elles viennent des appareils politiques, elles viennent des appareils syndicaux. Il y a quand même une culture, malheureusement, enfin, d'entretenir ça. Et ça se télescope avec une volonté unitaire, une aspiration unitaire qui existe à la base, parce que quand on milite à la base et qu'on est dans des galères pas possibles, quand on est exploité par son patron, qu'on n'arrive pas à Mm. défendre son emploi, quand on n'arrive pas à défendre le bureau de poste, quand on n'arrive pas à s'en sortir ou enfin, à faire en sorte que le monde il soit comme on a envie d'être, ben, du coup, on se rend bien compte qu'on a besoin d'être plus fort, donc de s'élargir. Et ça, c'est des choses qui se contredisent parfois et Mm. souvent donc, avec ce qu'on apprend dans nos propres organisations. Donc c'est pour ça que c'est pas une habitude, mais c'est une aspiration, mais ça peut vite devenir une habitude tellement on a envie de ça. Et Mm. tellement c'est vrai qu'on est heureux de ça. On le voit dans les manifs syndicales, dès qu'on est ensemble, dès que les drapeaux de tous les syndicats peuvent se mélanger ou que des drapeaux de partis peuvent se mélanger, tout ça, enfin voilà, ça file la pêche. Ça fait depuis la loi travail, je crois qu'on est dans une dynamique un peu dans ce sens-là. Bon, c'est le tous ensemble qu'on crie Mm. depuis des siècles, je pense, et peut-être qu'on pourrait réussir un petit peu pendant la période qui vient, enfin, de franchir cette étape-là, quoi, de se dire qu'il faut des cadres permanents où on se retrouve. Ça ne veut pas dire qu'on fusionne, ça ne veut pas dire qu'on mélange tout et qu'on oublie les désaccords, mais qu'au moins on mette en place des cadres communs, militants, à la fois sur la question de la lutte contre l'extrême droite, mais aussi sur la question de la défense des services publics. Ça existe d'ailleurs, il y a des cadres un peu par-ci par-là, mais comment tout ça on le renforce, on le développe. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la période qui vient. Très bien. En vrai, l'unité, elle s'est fait aussi facilement à la base aussi pour une raison simple. C'est parce que les gens, ils ont conscience aussi que l'extrême droite au pouvoir, en fait, ils vont pas faire la différence, ils vont tirer dans le tas. Mm. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que d'abord, ils vont s'en prendre aux insoumis, ensuite aux communistes, aux NPA, et même aux socialistes. Et Mm. c'est pour ça que je pense que à la base, les gens, ils ont conscience de ça, et c'est pour ça que l'unité, elle s'est faite très très vite. Moi, je me souviens aussi que tout juste après l'annonce de qui aurait quelques circos, moi j'ai entendu pas mal de militants, notamment les militants ceux qui étaient issus du mouvement social, râler sur certaines candidatures parce que elles leur convenaient pas, parce qu'ils Mm. attendaient une candidature de rupture et elles l'ont pas eu. Et au final, moi ce que je constate, c'est que par exemple sur certaines circos où c'est un candidat PS, c'est beaucoup plus les militants syndicaux, de l'AIFI, du NPA qui font la campagne, même plus que ceux du PS, parce qu'ils ont conscience que en fait, ce qui se joue là, c'est plus grand que ça. En fait, c'est un combat de vie ou de mort en fait. Si l'extrême droite demain elle prend le pouvoir, faut rappeler que en fait, ils vont s'attaquer au mouvement social, ils vont s'attaquer à nos organisations de solidarité, c'est-à-dire pour les femmes, s'attaquer au planning familial, Mm. du coup au droit à l'avortement directement. C'est des choses très concrètes pour nos vies en réalité. Et, et c'est pour ça que l'unité, elle se fait aussi vite. Mm. Je vais juste vous faire une dernière question, puis vous libérer, parce qu'encore une fois, là, on est tous un peu épuisés de cette campagne, et puis il reste encore quelques jours à donner tout à fond et à se concentrer aussi sur le travail de terrain hors ligne. Juste moi, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est les gens, ils ont besoin un peu de s'identifier aussi et de comprendre ce qui se passe dans vos têtes. Qu'est-ce qui vous motive à continuer? C'est dur parfois, il y a des moments où on se prend des coups, etc. Il y a quand même beaucoup d'espoir sur le terrain, on l'a rappelé. Mais qu'est-ce qui vous motive individuellement à continuer ce combat que vous portez quand même depuis longtemps? Ouais. Je sais pas si tu connais la chanson Le Pieu. Non. Non, en gros, c'est une chanson où c'est une vieille chanson militante, je crois. Elle a été écrite pendant la Révolution espagnole. Ok. Et en gros, ça parle d'un pieu que tant de mains sont usées à le tirer, à vouloir le faire bouger. Et au final, ça bougeait. Et ce pieu, il bougeait pas. Et à chaque fois, dans la chanson, l'espoir renaît. Et à chaque fois, ça recommence à tirer sur ce pieu-là. Et en réalité, le militantisme, c'est un peu ça. Pendant longtemps, on a souvent milité. Parfois, on avait l'impression qu'on militait dans le vent, que ça touchait Mm. pas vraiment les gens. Et aujourd'hui, en fait, on voit le fruit de notre travail depuis plusieurs années. On sent que, en fait, il y a des aspirations chez les gens, que les gens, ils ont envie ils ont envie de ça, d'une gauche de rupture, une gauche qui souhaite combattre le capitalisme, le racisme, le sexisme, etc. Et, et c'est ça. En réalité, lorsqu'on voit toute cette dynamique-là, effectivement, on reprend espoir et puis même le fait que demain, en fait, là, on a eu pendant très longtemps l'alternance entre le PS, l'UMP, et là, tout a volé en éclats. Et en gros, aujourd'hui, soit c'est nous, en gros, la gauche, soit c'est l'extrême droite. Et Mm. c'est ça aussi qui nous motive, c'est qu'on peut pas les laisser gagner. Et Mm. c'est pour ça qu'on redouble d'efforts et, euh, et qu'on va se battre jusqu'au bout. Ouais, on n'a pas le choix, effectivement. Et de mon côté, enfin, ma motivation, je rêvais d'être président, j'ai pas réussi. Premier Euh, ministre, peut-être. Ouais, maintenant, depuis que je suis tout petit, je rêve d'être député. Voilà, la motivation, elle est là, en fait, c'est d'avoir un poste, enfin, un jour. Non, je rigole, hein. Mais non, mais la motivation, c'est après, on l'a pas. Après, Mm. il y a plein de gens, des militants qui démoralisent. Tant qu'on a la pêche ou tant qu'on a la forme physique ou morale, ben, on a les moyens de se battre. Et donc, déjà, ça, c'est important. Et après, moi, je pense que ce qui nous fait tenir, c'est la révolte contre ce système. Voilà. Donc, après, on n'est même pas dans l'idée, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses ou pas? C'est tellement dégueulasse ce qui se passe que c'est difficile de rester, enfin de pas faire, quoi, de pas agir ou de pas tenter. Donc du coup, moi je pense que c'est ça le moteur. Et ce qui donne la pêche, ce qui donne encore plus envie, enfin moi les événements récents, moi c'est la révolte des jeunes dans les quartiers populaires Mm. quand après la mort de Naël, ben voilà, ça c'est des trucs, c'est dans les, enfin je sais pas comment dire, mais on n'a pas envie de lâcher le combat quand on voit ça et on est à fond avec ces jeunes-là. Mais les révoltes de la Kanaki aujourd'hui, enfin, c'est des trucs, on est à fond avec, on veut aider, on veut être là pour ce monde pourri de colonialisme, d'exploitation, de pillage. Enfin, donc je pense que c'est tout ça, quoi. C'est à la fois démoralisant parce que le monde et la planète, c'est quand même, ça cultive, des fois on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Mais finalement, on va vite sur le côté.
qu'il y a trop d'injustice, Mm. trop d'inhumanité dans ce système pour pouvoir. Voilà, enfin, mais après, on ne sait pas. Des fois, on n'a pas. C'est pas si simple que ça. Je pense que pour militer, faut garder des forces. Enfin, il faut avoir un minimum de force et tant mieux tant qu'on les a, quoi. Mais Mm. oui, il y a de quoi, en tout cas, avoir envie de continuer le combat. Et puis là, ce qui se passe, ouais, c'est paradoxalement, je dis, un moment qui est assez favorable pour donner un peu de pêche et puis aller plus loin. C'est clair. C'est clair. C'est un moment où on voit qu'en fait, on partage aussi des vécus en commun et qu'on a envie de se battre pour maintenir aussi un mode de vie qui est différent. Encore une fois, on ne sait pas à quel point on aura de la liberté d'expression si on est sous un régime fasciste. On ne sait pas à quel point on aura le droit d'exister. Et on se bat aussi pour les gens qui seraient potentiellement en danger direct en fonction de ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc effectivement, on se bat aussi pour les autres. Et ça, c'est important et c'est un truc qui est hyper important de porter à gauche en tout cas. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Je vais faire la liste de remerciements avant de vous libérer. Merci beaucoup à Kat, la petite voix de la chaîne Bolchegeek, avec qui on essayait de préparer un plateau antifasciste dans l'urgence de la situation en 2 semaines et finalement on a réussi. Merci beaucoup à Manon de l'équipe de campagne du NPA qui nous a proposé de faire ce live. Merci aux camarades de la Jeune Garde pour leur réactivité. Et merci à l'équipe du Stream Populaire qui essaye de mobiliser les gens sur Twitch. C'est une plateforme qui laisse peu de place à la solidarité et on essaye quand même de créer des ponts. Donc bravo à vous pour avoir fait ça. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce soir évidemment, qui nous donnent de la force en cette période. Et puis merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Bon courage pour la suite de la campagne et puis pour la suite de la lutte évidemment. On lâche rien. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Ciao. J'ai réussi J'ai réussi à quitter proprement. Ok, bon ça va. Aïe. Je pense que c'est un peu dur de débriefer et de passer après eux. Donc j'espère que ça vous a plu. Qu'on a pu aborder des sujets qui vous ont intéressé. On avait 1 heure, c'est short, on l'a fait. Je préfère les laisser se reposer. Vous avez vu aussi un peu la fatigue qui s'accumule pour tout le monde. Je pense que vous aussi, vous êtes fatigués en cette période. Merci beaucoup, j'ai vu passer les raids, effectivement, des gens qui sont venus donner de la force au live. On n'oublie pas, évidemment, il y a des vrais liens de solidarité qui se créent aussi en ligne. Je pense que c'est important. On a parlé beaucoup du travail de terrain, mais en vérité... Ah, les croquettes du chat. En vérité, les liens se font aussi beaucoup en ligne. Il y a beaucoup de gens qui se donnent de la force par ce biais-là, qui font des actions par ce biais-là. Et c'est pas à négliger. Le travail de terrain, c'est en et hors ligne. Et comme je vous disais, pour réussir à diffuser des idées qui sont différentes, c'est du porte-à-porte. Mais c'est surtout une personne par une personne. Et donc une personne par une personne, ça peut aussi être en ligne. Donc bravo à toutes les personnes qui font du contenu sur Internet et qui osent prendre la parole aujourd'hui sur ce qui se passe. On est quand même beaucoup à pas trouver ça normal. Le fait que le fascisme soit aux portes du pouvoir. On est beaucoup à pas trouver ça normal. Le fait que des propos racistes puissent être diffusés à la télé sans aucune honte, des propos transphobes, des propos validistes, etc. Donc on est vraiment beaucoup à être choqués de ce qui se passe. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'on est nombreux et nombreuses. Et même si on ne sait pas forcément quoi faire et comment convertir ça en action, je pense que ça fonctionne aussi par une prise de conscience et vous participez tous et toutes activement à ça sur Internet. Ne l'oubliez pas, c'est important. Je vous fais des bisous, je vais déconnecter parce que j'ai fait beaucoup d'heures de live aujourd'hui et je me suis fait les croiser quoi. Donc j'ai pas pu appeler l'hôpital aujourd'hui, je vais essayer d'appeler pour avoir une IRM. Et voilà, peut-être que je serai pas là demain, peut-être que je serai là, j'en sais rien, peut-être que je vais me reposer. Mais en tout cas, je reviens dans les prochains jours. N'oubliez pas, le point culminant, c'est que je serai sur la chaîne de Blast pour plusieurs choses. Mercredi à 18h sort une vidéo sur la chaîne YouTube de Blast. Je peux vous montrer la vignette en avant-première. Une vidéo sur Christine Boutin et sur comment l'extrême droite utilise l'homophobie et la transphobie pour diffuser ses idées. Christine Boutin qui du coup a des ramifications très fortes avec l'extrême droite. Christine Boutin que vous avez peut-être connue du coup lors de la mobilisation de la Manif pour tous. Des mobilisations homophobes. C'est sur quoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour le boulot déjà? Je vais vous montrer la vignette. Donc voilà, vidéo sur Christine Boutin qui sort sur la chaîne YouTube de Blast. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Blast dans le chat. On fait les portraits avec Host, on fait un portrait de politiciens-politiciennes chaque mois et on essaye de vous renseigner sur l'histoire de la 5ème République. Voilà, c'est pas forcément facile comme travail, ça prend beaucoup de temps, mais on regrette pas de le faire. C'est un travail d'information et de vulgarisation politique qui est important. Et sur la chaîne Twitch de Blast, on se retrouve jeudi pour en discuter en live, pour débriefer, parler avec vous de comment on fait les recherches, et puis vous parler de son homophobie, sa transphobie, comment est-ce que ça transparaît aujourd'hui, comment c'est réutilisé à l'extrême droite. Stern et Moutot qui sortent Transmania, c'est pas pour rien, ça vient aussi de Christine Boutin. Voilà la miniature
Voilà, en avant-première. C'est elle qui pleurait à l'Assemblée quand Jospin défendait le Pax. Exactement. Son engagement politique à Christine Boutin, quand elle commence à devenir connue, c'est en 98. Et aujourd'hui, elle soutient Éric Zemmour. Si vous avez envie d'entendre parler de ça et de comprendre un peu tout ça, comment l'homophobie, la transphobie, c'est très 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 fort à l'extrême droite. Je vous encourage du coup à suivre la chaîne YouTube de Blast et puis vous verrez ça mercredi, on en discute jeudi. Et puis voilà, après je reviens sur ma chaîne pour aussi faire du jeu vidéo, se détendre ensemble. C'est important qu'il y ait du... Enfin, je vous dis, c'est important que les gens prennent position, mais c'est aussi important qu'il y ait du divertissement de gauche. C'est aussi important qu'on sache que on s'amuse, on se divertit, on regarde du contenu, tout en sachant qu'on est avec des gens dont on partage les valeurs. C'est aussi important ça. Donc ne négligez pas le travail fun et voilà, et de divertissement, d'entertainment qui est fait par les camarades aussi, c'est très important. Et je pense que dans cette période-là, on a aussi besoin d'avoir de la joie et de partager des bons moments collectifs ensemble. Ça peut passer par le jeu vidéo, ça passe par la musique, ça passe par plein de choses. Donc voilà, donc c'est très important que ça existe et que ça perdure. Donc on se retrouve aussi pour du jeu vidéo d'ici la fin de semaine. Voilà. Elle a été ministre sous Sarkozy, oui, aussi, Christine Boutin. Vous connaissez toute sa bio finalement, vous n'avez pas besoin de l'épisode. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir les camarades de la Jeune Garde et du NPA ce soir sur la chaîne. Je m'enfuis, je vous fais des bisous. Et puis, je vous envoie sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de planning de la semaine parce qu'encore une fois, je peux pas marcher. J'ai pas de genoux. Je sais pas trop ce que je vais faire dans les prochains jours, à part les émissions sur Blast. Mais n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour savoir quand seront les prochains lives ou à suivre la chaîne. Je poste dès demain sur YouTube la rediff de la discussion avec Jem et Philippe. Comme ça, vous avez ça. Vous pouvez partager à vos proches si vous avez envie d'avoir une discussion sur l'antifascisme. Je sais que Twitch, c'est pas très accessible. Donc, je vous prépare ça. Prenez soin de vous. Des bisous. Et à bientôt sur les internets. Est-ce que je vous mettrai pas... Faut qu'on mette la chanson que Jem a mentionnée, là. On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. C'est quoi, il a dit Le Pieux Chanson espagnole. Franchement, ça se trouve, je connais, mais juste par Marc Robin. C'est ça ou pas? J'en sais rien. Hein. Même pas peur. Non, j'en sais rien. L'Escata? Attends. L'Escata. Merci. Parce qu'il y a plein de chansons que j'entends en manif et je connais pas les noms. Ah, voilà, je l'ai. Je l'ai. Ça part. Catalane. On respecte le régionalisme. Allez, ça part. C'est ça ou pas? Il y a Kat qui m'envoie le lien. Kat, vraiment assistante de ce stream. J'ai une pub. Je vais tout casser. Ok. C'est bon, j'ai plus de pub. Ça part. Au revoir tout le monde.